Bienvenue, le travail, on y passe tous un temps fou, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment arrêté 2 minutes pour se demander d'où ça vient au juste? Cette idée, cette organisation qui rythme nos vies, nos salaires et même un peu qui on est. Aujourd'hui, on va remonter le temps pour explorer l'histoire complètement dingue du travail. Allez, on commence direct avec une question un peu choc, histoire de secouer les idées reçues. Le travail, est-ce que dans son essence même, ce ne serait pas une forme de torture? Ça paraît un peu extrême dit comme ça, mais attendez de voir la suite. Parce que oui, l'origine du mot travail vient du latin tripalium. Et le tripalium, c'était quoi? Eh bien, c'était un instrument de torture fait de 3 pieux. Du coup, à l'origine, le verbe travailler, ça voulait dire torturer. Rien que ça. Cette étymologie, elle force à s'interroger sur ce qu'on fait tous les jours. Bon, entrons dans le vif du sujet. Première partie, et si le travail était une pure invention? On va voir que le concept de travailler comme on le conçoit aujourd'hui, eh bien ça n'a absolument rien de naturel. C'est une construction sociale qui a changé du tout au fil du temps. Ce qui est fascinant avec cette frise, c'est le grand écart. Dans l'Antiquité, le travail, c'était la honte, un truc réservé aux esclaves. Un citoyen libre, lui, ne travaillait pas, c'était indigne. Au Moyen-Âge, changement de décor. Tout est super organisé, avec des corporations puissantes qui contrôlent chaque métier. Puis le XXe siècle déboule, et là, c'est l'obsession. La productivité, l'efficacité, le rendement. Et aujourd'hui? Eh bien, on est en plein dans le grand bazar de l'emploi qu'on appelle atypique. Et le moment où tout bascule, c'est ici, les années 70. Les chocs pétroliers, la crise économique, et paf! Le beau modèle bien stable de l'après-guerre, le fameux CDI pour la vie, il vole en éclats. Le moteur se grippe, la concurrence devient mondiale, et les règles du jeu changent complètement. Ce tableau, il résume parfaitement la transformation. On est passé de ce qu'on appelait l'emploi typique, le bon vieux CDI à temps plein chez un seul patron avec une carrière toute tracée, à l'emploi atypique, c'est-à-dire le monde des freelances, de l'intérim, des CDD, du temps partiel. Le vrai problème, ce n'est pas que ces contrats existent, c'est qu'ils sont devenus la norme pour mettre un pied dans le monde du travail. Ok, abordons maintenant la deuxième partie. Puisque le travail a changé de visage, sa rémunération est devenue un vrai casse-tête. Concrètement, comment on fixe le prix du travail? Payer à la performance pour motiver les gens, ça paraît logique. Et ce n'est pas une idée d'hier. Sauf que les premiers systèmes industriels avaient des visions radicalement différentes sur la meilleure façon de faire le lien entre l'effort et la récompense sur la fiche de paye. Alors, regardons ça de plus près. D'abord, le système Bedeau. C'est simple, c'est du 100% pour le travailleur. Tout le temps qu'il gagne, lui est payé. C'est hyper motivant, mais c'est aussi la porte ouverte au burn-out. Ensuite, le système Alcé. Là, on partage le gâteau. Le salarié touche une partie du gain et le patron récupère le reste. Et enfin, Roham, qui est un peu plus malin. La prime est proportionnelle pour encourager la productivité sans pousser les gens à se cramer. L'idée, c'est de trouver un juste milieu. Passons à la troisième partie. On entend parler à longueur de journée du marché du travail. Mais on va voir que c'est un marché très spécial, qui ne fonctionne pas du tout comme le marché des carottes ou des smartphones. Les règles classiques de l'offre et de la demande, ici, elles ne marchent pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui le rend si bizarre? 1. Le travail est périssable. 1 heure non travaillée, elle est perdue pour toujours. Impossible de la stocker. 2. Le vendeur doit être présent. Le travailleur est indissociable de son travail. 3. C'est une location, pas une vente. Un employeur loue une force de travail, il n'achète pas la personne. 4. L'information est toujours imparfaite, personne n'a toutes les cartes en main. Et enfin 5, c'est un marché hyper réglementé, avec des tonnes de lois, de conventions, un vrai millefeuille administratif. On arrive à notre dernière partie. Maintenant qu'on a vu que ce marché est un cas à part, voyons pourquoi il a des bugs. On va explorer plusieurs théories économiques qui tentent d'expliquer ces dysfonctionnements et ces injustices apparentes. Grosso modo, il y a 2 grandes écoles qui s'affrontent. D'un côté, les néoclassiques. Pour eux, le marché est une belle machine qui s'équilibre toute seule, grâce à la fameuse main invisible. Dans cette logique, le chômage est donc principalement un choix individuel. De l'autre côté, on a Keynes, qui voit un système fondamentalement instable. Pour lui, il n'y a aucun lien automatique entre les décisions de chacun et le bien-être de tous. L'addition de choix rationnels peut même, au final, créer une catastrophe collective. Une première théorie qui tente d'expliquer les différences, c'est celle du capital humain. L'idée est assez simple. Tous les travailleurs ne sont pas interchangeables. Leur valeur dépend de leurs compétences, de leur expérience, de leur formation, en bref, de tout ce dont ils ont investi. C'est ce capital qui influence directement le salaire et la carrière. Là, on a une idée qui semble aller complètement contre le bon sens économique, et qui pourtant a cartonné. Au début du XXe siècle, Henry Ford a une révélation.
Pour avoir des ouvriers performants, il faut qu'ils vivent décemment. Alors il fait un truc de fou pour l'époque, il double leur salaire avec le $5 day, bien au-dessus des prix du marché. Il parie sur eux, en quelque sorte. Cette intuition géniale de Ford a été formalisée plus tard sous le nom de théorie du salaire d'efficience. L'idée clé, c'est qu'un employeur peut avoir tout intérêt à payer ses salariés plus que le prix du marché. Pourquoi? Parce qu'un bon salaire, c'est une marque de reconnaissance, ça améliore la santé, bien sûr, mais surtout, ça booste la motivation, la loyauté et donc la productivité. Au final, c'est un calcul gagnant-gagnant. Et enfin, une dernière théorie, celle des insiders-outsiders. L'image est assez parlante. Imaginez une forteresse. À l'intérieur, il y a les insiders, ceux qui ont déjà un poste stable, et à l'extérieur, il y a les outsiders, les chômeurs qui voudraient bien entrer. Le truc, c'est que les insiders ont un certain pouvoir. Les remplacer coûterait cher à l'entreprise en formation et en temps d'adaptation. Ils peuvent donc protéger leurs salaires élevés, ce qui rend plus difficile et plus coûteux d'embaucher les outsiders, même à un salaire plus bas. Ce n'est donc pas un terrain de jeu ouvert à tous. Ce qui nous ramène à la question de fond. Le marché du travail est-il un espace de compétition juste et équitable, où l'offre et la demande finissent toujours par s'équilibrer? Ou bien est-ce un jeu de règles complexes, avec des barrières et des rapports de force qui, au final, profitent à certains plus qu'à d'autres? La question reste entièrement ouverte.